Salut à tous, alors j'aimerais revenir sur un sondage qui était intéressant que Mécanique Sportive, donc Nicolas, a fait. Alors lui a beaucoup plus d'abonnés, il a plus de 100 000 abonnés, et puis si tu veux, étant donné qu'il est sur la voiture depuis 4-5 ans d'une manière globale, et essentiellement des voitures plutôt à la base classiques, essence, diesel, maintenant un peu d'hybride, hybride rechargeable, et puis certaines fois donc de l'électrique. Si tu veux, ce sondage est intéressant parce qu'il ne sera pas biaisé. Alors je l'ai vu hier, je l'ai vu aujourd'hui et il date d'hier, donc ça fait déjà une journée. 2900 votants, donc autant dire pratiquement 3000 votants, des gens qui regardent, donc essentiellement 100% d'hommes pratiquement, essentiellement donc des hommes, des gens qui s'intéressent à la voiture globale, et qui sont donc des passionnés, ou pas, mais en tout cas qui aiment bien avoir donc un avis d'un journaliste qui puisse voilà éventuellement les orienter. Alors je te mettrai donc le sondage, et dans les commentaires c'est pas forcément intéressant parce que c'est toujours la même chose, si chacun vient donner un petit peu son avis. Bizarrement il y a autant de diesel 16% que d'électrique, mais on voit que les personnes avec leur diesel dire vive l'électrique, de vive de diesel, pardon, lapsus, vive le diesel il aura tout le temps, voilà le diesel à vie, etc., etc. Donc ça fait penser, c'était vraiment, ça prouve que les gens sont vraiment dans leur dogme. Ça fait penser vraiment aux personnes qui fument le tabac, et t'as beau leur dire que malheureusement c'est très dangereux pour la santé, et malheureusement là ils continuent. Encore une fois, chacun fait comme il veut. Je suis pas là pour critiquer, c'est juste donc les signes, c'est-à-dire que voilà, il m'expliquait en 2024, mais ça serait intéressant, voilà, si vous avez un projet en 2025, quel serait donc votre achat, et il reflète bien les différents sondages qu'on a, qui est que le diesel s'effondre, et il était beaucoup trop à un moment donné, c'était délirant. Ça se renforce au niveau de l'hybride et surtout de l'essence. Alors je dis pas que c'est une ânerie, mais je vais développer pourquoi. Même sur l'éthanol, c'est pas forcément si intéressant que ça. L'essence, c'est révolu. Sauf si tu as un tout petit rouleur, si tu fais 3, 4, 5 000 km. Et encore, je connais beaucoup de personnes qui font moins de 10 000, voire plutôt 5, 6, 7, maximum 8 000 km, et qui ont un diesel. Ça n'a absolument pas de sens. Le véhicule va s'encrasser. Donc en fait, un diesel, il a besoin de rouler sur l'autoroute, essentiellement, de chauffer. Et voilà, il n'est pas fait pour être en ville. Sinon, dans ces cas-là, tu prends un essence. Encore une fois, l'essence, c'est quand même relativement révolu d'un point de vue aujourd'hui économique. On n'est pas là, et je suis pas là à dire oui, mais tu te rends compte, peut-être qu'il va avoir des taxes aussi sur l'électricité. Il y avait des commentaires qui disaient ouais, mais bon, s'il n'y a pas de subvention. En fait, ces gens-là, dès que c'est aidé par l'État, maintenant, comme ils ont plus confiance en l'État français ou ce qu'on leur dit, malheureusement, tout de suite, c'est une arnaque. C'est une arnaque, il y a une arnaque, il y a un truc, quelque chose. Ils veulent ceci, ils veulent ça, c'est un complot Illuminati, machin. Oh, écoute, il y a une opportunité. Il y a toujours eu en fait des subventions. Ça te choque peut-être dans les voitures, mais il y a toujours eu plein de subventions dans l'immobilier. Après, peut-être que les gens sont locataires et ne le savent pas. Il y a toujours eu plein de subventions sur des aides, sur donc différentes lois. Donc pour investir dans l'immobilier, mais il y en a plein d'autres fiscalement. Il y a aussi des aides et des crédits d'impôt sur des aides ménagères et autres de jardinage. Voilà, il y a plein de sortes de crédits d'impôt qui existent aussi pour les gardes, les nounous, les assistantes maternelles, les centres de loisirs et tout. Enfin, tout ça jusqu'à, de mémoire, c'est 6 ans. Et après, je sais plus, ça y est, jusque les enfants, c'est 10 ans, je sais plus. Bref, c'est pas important. C'est pour dire qu'en tout cas, au niveau des impôts, voilà, il y a toujours eu en fait des aides et des subventions, et on voit bien qu'ils essayent de soutenir cette industrie. Je pense que cette manière-là n'est pas la bonne. Si on avait voulu soutenir en fait l'industrie automobile, on aurait dû le faire en amont, et autoriser par exemple les ouvertures de mines, des mines donc en France, en Europe, même éventuellement au Maroc qui est juste à côté, donc avec du lithium, et favoriser peut-être le lithium fer phosphate qui est le plus simple à, on va dire, fabriquer, qui évite d'avoir du nickel, du manganèse et du cobalt, encore une fois pour éviter d'être décrié. Et puis on aurait eu le temps d'ici 10-20 ans, puisque ça fonctionne déjà très bien, quel est le retour finalement de ces batteries, parce qu'on voit bien qu'au-delà des kilomètres et des cycles, c'est le nombre d'années qui va compter. Mais encore une fois, quelle est la durabilité aujourd'hui d'un véhicule thermique, notamment d'un essence? Tout le groupe Stellantis, pour l'essentiel aujourd'hui, c'est du PureTech, et même avec une chaîne, ça ne va pas changer la durabilité de ce moteur. Il est donné à 180 000 km. Alors souvent,
il claque entre 50 000 et 150 000. Il n'y a pas que le problème de chaîne, je l'ai déjà expliqué, il y a des problèmes aussi à haute pression, enfin des différentes pompes, il y a aussi des problèmes de joints, il y a des problèmes d'isolant, d'étanchéité, des mélanges bien sûr puisqu'elle bouffe de l'huile entre l'huile qui vient donc dans le moteur et donc au contact de l'essence, donc ça c'est pas bon du tout au niveau de la combustion, etc. etc. Les filtres à particules, l'usine à gaz, c'est un tout petit moteur, 3 cylindres. Et qu'est-ce qu'il a apporté, mis à part des pannes mécaniques sur un 3 minutes qui dans l'ensemble est plutôt pas mal, des pannes mécaniques. Donc concrètement, et comme je te disais, donc même l'essence et même l'éthanol, hein, moi j'avais une Laguna à l'éthanol, tu vas consommer le Kuga par exemple qui est à l'éthanol, tu es à peu près à 10 litres, hein, entre 9 et 12 GT. Donc on va calculer 10 litres, l'éthanol a vachement baissé, il est entre 7 et enfin en tout cas entre 0,7 et 0,8 euros, donc entre 70 et 80 centimes, donc ça correspondrait à 8 euros on va dire. Bon, pour des véhicules, un 2 litres 140 chevaux, des véhicules assez classiques, je dirais que sur une électrique, plus tu as une voiture grosse, importante, plus ton rendement va être bon. Je m'explique. Tu as besoin de chargement, tu as besoin d'espace pour des enfants, pour une famille, peu importe. Tu as 4 enfants par exemple, vous êtes à 6. Bien, si tu veux un véhicule et que par exemple tu es dans des endroits montagneux ou quoi que ce soit, t'as pas beaucoup de 4 roues motrices, hein. Tu vas avoir éventuellement des hybrides, mais il y en a de moins en moins. Si tu as envie de taper dans une Volvo, dans une BMW, tout ce qui va être X5 ou quoi, si tu prends pas en diesel, tu la prends pas en essence ou plutôt en essence hybride essence, tu vas être au moins à 10 litres. Donc minimum entre 15 et 20 euros du 100 km. Demain, tu prends une ID4, une ID5, tu prends le Marvel R, même qui est aux alentours, qui était fortement remisé à 32 000 ou 34 000, avec une autonomie, c'est vrai, un peu moyenne. Mais il y en a plein d'autres. Donc le modèle Y, par exemple, en fait partie. En fait, peu importe, par rapport à la taille 4,60 m, 4,80 m, ou même un modèle X, le Lotus Electre, un EV9, le Volvo. Ce que je veux dire, c'est qu'en termes de consommation, ce véhicule, en moyenne, va être à 15 kWh. Donc, si tu le recharges à 13 centimes, parce que tu t'es adapté à la voiture électrique et que tu t'es mis donc à tempo, eh bien, ça te fait un usage de 2 euros. Allez, je vais être méchant. 3 euros. Donc, entre un véhicule qui tire sur les 20 euros et l'autre qui te coûte 3 euros, ça te fait un delta de pratiquement 15 euros du 100 km. Alors encore une fois, sur une plus petite voiture, prenons une i208 qui te coûterait 2 euros en électrique et avec un PureTech où tu ferais plus de la ville. Donc logiquement, tu vas être aux alentours des 8, allez, je vais être gentil, 7. 7 à 1,70, 1,80, à un moment donné, tu es pratiquement à 2 euros. On va être à 12 à 14 euros. Moins 2, tu vois bien, ça te fait entre 10 et 12 euros de delta. Donc, on revient finalement pratiquement à ce delta. Donc, 10 euros quand même d'écart, c'est assez donc important. Et plus tu vas faire de kilomètres, et plus donc dans ces cas-là, ça va être intéressant. Donc, l'essence, c'est pas non plus une solution en soi. Ça a aussi plusieurs inconvénients. Tu as derrière de grosses révisions. Il y a des constructeurs qui proposent très très peu de révisions dans les voitures électriques. Tu vas aussi avoir donc l'entretien du moteur, les problèmes qu'il peut y avoir au niveau du moteur, etc. inhérents, et un agrément de conduite quand même qui est pas formidable. Il faudra peut-être passer à une boîte auto pour avoir en fait quelque chose qui soit quand même plus agréable, plus moderne, parce que les boîtes mécaniques, ça fait longtemps que les Américains, par exemple, qui les ont arrêtées, quoi. Enfin, franchement, par exemple, aux États-Unis, c'est l'inverse. Quand tu veux une boîte mécanique, c'est plus cher, puisqu'en fait, ils font tout en boîte auto. Alors, je ne prône pas la boîte auto, mais pour le quotidien, c'est quand même plus agréable une boîte auto. Et pour le quotidien, une voiture électrique, clairement, c'est beaucoup plus agréable. Donc vraiment, pour tous ces points, je trouve que les gens sont à demi-mesure, sont un peu en retard sur le monde d'aujourd'hui. Et clairement, ok, d'avoir arrêté le diesel pour peu de kilomètres, c'est bien l'essence, c'est bien l'hybride. Mais au final, il n'y a pas d'argument. J'ai du mal encore à comprendre les arguments parce que l'argument financier au final avec les aides, on n'est pas plus cher et même en occasion, on arrive à trouver même en occasion des i2008 ou des e-Corsa qui sont aux alentours des 15 000 euros, tu vois, peut-être demain ça sera même 13 000.
Donc le delta entre une Corsa PureTech et une e-Corsa, c'est quoi? C'est 2-3 000 euros. Donc on va dire que si tu l'as conservé 5 ans, que tu fais 10 000 km par an, de toute façon, au bout de 2-3 ans, elle est amortie. Et puis à la revente, tu vas voir, ça va bien se revendre. Mais c'est aussi des choses qui sont véhiculées en disant, alors c'est pas vendable, il y aura des problèmes, il y aura ceci, il y aura cela, et si la batterie en fait elle explose, et si la batterie j'arrive pas et qu'elle est pas remplaçable ou quoi. Bon, voilà, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo donc avec Revolt en disant, bah, une fois que tu seras hors garantie, les OE tournent toujours depuis 10 ans, il n'y a aucun problème, ça sera une question de dégradation. On n'est pas dans la voiture, on ne peut pas savoir ce qui peut tomber en panne, mais c'est réparable et certainement, donc par exemple avec Revolt, d'une manière beaucoup moins coûteuse que si tu allais donc chez le constructeur. Mais dis-toi que tu n'auras plus besoin en fait d'aller faire des révisions, c'est-à-dire que dès que ta garantie en fait elle est finie à un moment donné, bah, va plus faire les révisions chez eux. Limite, voilà, tu suis le programme, mais tu le fais chez Revolt ou autre part, parce que contrôler un véhicule électrique sur du liquide de freinage, du liquide de frein ou liquide de refroidissement, ça ne veut pas dire qu'il faut le changer systématiquement. J'en parle aussi dans la vidéo donc avec Jérémy. Allez, sur ce, ciao à tous.